Donald Trump vient de perdre là où il ne pouvait pas perdre. Dans le Texas profond, dans un district conçu pour ne jamais basculer, quelque chose s'est fissuré. Pas lors d'une présidentielle, pas dans une grande ville libérale, mais dans une élection locale, discrète, presque invisible, jusqu'à maintenant. Le district sénatorial 9 du Texas, un territoire qui votait Trump avec jusqu'à 17 points d'avance, vient d'élire un démocrate pour la première fois depuis 1991. Et voici le paradoxe. Donald Trump est intervenu personnellement. Il a supplié. Il a insisté. Il a écrit noir sur blanc. « Vote for her. You must vote for her. » Pourtant, le résultat est sans appel. 56 contre 43,7 Pas un suspense, pas un recomptage. Si vous pensez que les cartes politiques sont déjà distribuées, cette histoire vous concerne directement. Parce que si un district verrouillé peut céder malgré l'intervention directe de Trump, alors aucune zone n'est aussi sûre qu'elle le prétend. Mais voici la partie que personne ne dit encore à voix haute. Ce scrutin ne parle peut-être pas seulement du Texas. Il parle de ce qui pourrait être en train de lâcher ailleurs. Et une fois que vous voyez pourquoi, il devient impossible de regarder les prochaines élections de la même manière. Ce qui s'est passé ici n'est pas présenté comme un tremblement de terre national. Officiellement, c'est une élection spéciale. Un second tour, un siège devenu vacant après la démission du sénateur républicain Kelly Hancock en 2025, parti prendre un poste de contrôleur du Texas. Rien de spectaculaire en apparence. Mais regardez le cadre réel. Ce district couvre les banlieues de Fort Worth, des zones comme Keller, South Lake, North Richland Hills, des territoires que les stratèges considèrent comme idéologiquement sûrs. Et pourtant, malgré cet avantage structurel, malgré un district classé plus 7 Trump, voire pire, plus 17 républicains selon les précédents résultats, le basculement a eu lieu. Pas par accident, pas par confusion, par un vote net. La question n'est donc pas « que s'est-il passé samedi soir ?» La vraie question est plus dérangeante. Qu'est-ce que ce type d'élection locale est en train de révéler avant que le reste du pays ne veuille le regarder? Parce que si ceci n'est pas un incident isolé, alors ce que beaucoup considèrent comme stable pourrait déjà être en mouvement. Et c'est là que le schéma commence à apparaître. Voici l'affirmation centrale, et elle est lourde de sens. Cette élection est devenue un test direct de l'influence réelle de Donald Trump. Et ce test, il l'a perdu. Le fait est documenté. Tout au long du week-end, Trump est intervenu publiquement. Sur sa plateforme, il écrit le 30 janvier 2026 « Lee Wambsgans a mon soutien total et complet ». Puis il insiste encore « J'appelle tous les patriotes America First du district 9 à faire un plan et à aller voter samedi ». Ce n'est pas un soutien discret. C'est une mobilisation personnelle, répétée, assumée. Et pourtant, le résultat tombe. 56 pour Taylor Remitt, 43,7 pour la candidate soutenue par Trump, dans un district qui n'avait pas élu de démocrate depuis plus de 30 ans. Ce décalage est le point clé. Quand une figure politique mise son nom, son autorité et son urgence dans une course locale, et que l'électorat répond à l'inverse, ce n'est pas neutre. Mais regardez bien ce qui manque dans la réaction. Aucun argument contesté, aucun chiffre remis en cause, aucun doute sur le résultat. Et c'est précisément ce silence qui commence à raconter une autre histoire. Et maintenant, regardez comment la situation s'est accélérée. Parce que ce basculement ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans une dynamique que beaucoup préfèrent minimiser. Dans le passé, quand un district profondément ancré changeait de couleur, on parlait d'exception, d'un candidat atypique, d'un contexte local unique. Mais ici, les ingrédients sont différents. Le district 9 n'était pas en crise économique visible. Il n'était pas le théâtre d'un scandale majeur. Il n'y avait pas d'effondrement institutionnel. Et pourtant, un vote massif s'est produit contre une candidate qualifiée elle-même de ultra-MAGA. C'est là que la normalisation commence. Ce qui aurait été considéré comme impensable il y a quelques années devient soudain possible, puis réel. La scène du soir de l'élection est révélatrice. D'un côté, un événement sombre, presque silencieux, chez Lee Wambsgans. De l'autre, une salle bruyante, euphorique, chez Taylor Remitt. Deux ambiances, deux trajectoires et surtout deux visions qui ne s'équilibrent plus. C'est souvent ainsi que les bascules systémiques commencent, pas par un choc frontal, mais par une série de résultats qui ne devraient pas arriver et qui arrivent quand même.
Et maintenant, la question devient impossible à éviter. Si cela peut se produire ici, pourquoi pas ailleurs? Voici maintenant l'élément qui change définitivement la lecture de cette élection. La campagne gagnante n'a pas attaqué frontalement Trump. Elle ne s'est pas centrée sur l'idéologie nationale. Elle a déplacé le combat ailleurs. Taylor Remitt a martelé un message précis, répété, concret. Dans ses publicités, il parle de prix qui explosent, de taxes foncières, de factures qui montent. On l'entend dire que les Texans peinent plus chaque année pendant que l'État sous-finance l'éducation publique. Il explique que lorsque l'État détourne des milliards vers des programmes de bons scolaires, ce sont les propriétaires qui paient la différence. Ce ne sont pas des slogans abstraits. Ce sont des mécanismes. En face, regardez la contradiction. Lee Wambsgans concentre sa communication sur la dark money, sur des accusations de financement caché, sur des menaces idéologiques. Elle affirme que des millions, dont plus de 7 millions liés à George Soros, seraient derrière la campagne adverse. Mais elle ne réfute jamais les chiffres sur les taxes. Elle ne contredit pas le lien entre financement des écoles et pression fiscale locale. C'est ici que la perception bascule. Quand un électeur compare ce qu'il paie chaque mois à ce qu'on lui promet sur scène, le choix devient brutalement concret. Et une fois que cette comparaison s'installe, il devient très difficile de revenir en arrière. À partir de là, tout s'enchaîne très vite. Les événements se superposent, la pression monte et le contrôle commence à glisser. D'abord, le second tour lui-même. Ce scrutin n'existe que parce qu'aucun candidat n'avait dépassé les 50 % lors de l'élection spéciale de novembre. Ensuite, le calendrier, un vote organisé un samedi soir, le 31 janvier, loin d'une élection nationale, loin des projecteurs, et pourtant, la participation bascule au mauvais endroit pour les républicains. Puis vient le troisième élément, les chiffres internes. Au moment où la course est appelée, Taylor Remitt dépasse largement la majorité absolue. Ce n'est pas une victoire arrachée, c'est une avance claire. Pendant ce temps, le message côté MAGA devient défensif. Lee Wambsgans appelle en urgence les 26 000 républicains qui n'ont pas encore voté à se rendre aux urnes. Le ton change. On ne parle plus de gagner, on parle de limiter la casse. Et c'est là que tout se resserre. Trump a déjà mis son nom sur la ligne. La candidate a déjà mobilisé l'argument de la peur idéologique. Le calendrier est figé. Il n'y a plus de levier à activer. La machine continue d'avancer, sans possibilité de correction. Et quand un système politique arrive à ce point-là, une seule question reste ouverte. Que se passe-t-il si cette dynamique ne s'arrête pas? À ce stade, il faut quitter les chiffres et regarder l'impact réel, parce que ce basculement ne s'est pas produit dans un studio télé ou sur X. Il s'est produit dans la vie quotidienne des gens qui vivent là. Si vous êtes propriétaire, vous avez vu vos taxes foncières grimper. Si vous êtes parent, vous avez vu les écoles demander plus avec moins de moyens. Si vous êtes salarié, vous avez senti la pression des prix sur les courses, l'assurance santé, le logement. C'est exactement à cet endroit que la campagne de Taylor Remitt s'est ancrée. Dans une publicité, il dit que ce district est plus qu'un lieu, c'est une promesse, mais que cette promesse est en train d'être rendue inaccessible par la hausse des coûts. Il se présente comme un vétéran local, un ouvrier, quelqu'un qui vit ce que vivent les électeurs. Ce n'est pas une posture abstraite, c'est une identification directe. Et maintenant, inverser la perspective. Imaginez être un électeur conservateur inquiet pour son budget et entendre une campagne qui parle surtout de guerre culturelle et de financement occulte. À ce moment-là, l'idéologie recule. Le quotidien prend le dessus. Si cette sensation te semble familière, dis-le dans les commentaires, parce que ce ressenti dépasse largement ce district. Et c'est là que le mécanisme devient impossible à ignorer. Ce qui rend cette histoire vraiment dérangeante, ce n'est pas la victoire elle-même. C'est le système qui l'a rendue possible. Ici, personne n'a soudainement changé d'idéologie du jour au lendemain. Le mécanisme est plus froid, plus silencieux. Quand le coût de la vie augmente, quand les taxes locales montent, quand les services publics se dégradent, l'électeur ne cherche plus un drapeau. Il cherche un levier. Dans ce district, ce levier a été la crédibilité économique. Taylor Remitt n'a pas promis des miracles. Il a expliqué un circuit. Quand l'État sous-finance les écoles, les districts locaux compensent. Quand ils compensent, les propriétaires paient.
Ce n'est pas un slogan, c'est une chaîne de décision. Et en face, le système opposé repose sur autre chose, la mobilisation par la peur, par l'ennemi abstrait, par l'urgence culturelle permanente. Mais voici l'insight clé. Ce type de stratégie fonctionne tant que la réalité quotidienne reste supportable. Dès que la pression matérielle devient trop forte, le spectacle perd son pouvoir. Le bruit ne couvre plus la facture. Et c'est exactement à ce moment-là que les équilibres politiques commencent à glisser sans annonce officielle, sans rupture visible, jusqu'au jour où les résultats tombent. À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. La première est celle que beaucoup espèrent encore côté républicain. Ils peuvent considérer cette élection comme une anomalie, un contexte local, un candidat particulier, un calendrier défavorable. Dans ce scénario, la réponse serait de doubler la mise. Plus de mobilisation idéologique, plus de figures nationales, plus de messages d'urgence, reprendre le contrôle par le volume. Mais il existe une deuxième trajectoire bien plus inconfortable, celle où ce vote devient un signal précoce. Un avertissement que certaines banlieues, autrefois fiables, commencent à réagir différemment quand les enjeux économiques prennent le dessus. Dans cette lecture, le problème n'est pas la campagne. C'est l'écart croissant entre le discours et l'expérience vécue. Regardez le timing. Ce siège sera à nouveau en jeu en novembre. Ce n'est pas un aboutissement, c'est une répétition générale. Et ailleurs au Texas, plusieurs districts ont vu leur marge se réduire après le redécoupage. Des zones pensées comme sûres deviennent compétitives. Lentement, puis soudainement, rien n'est encore décidé, mais la dynamique est enclenchée. Et dans ce genre de séquence, la prochaine décision compte toujours plus que la précédente, parce que pendant que chacun débat de l'interprétation, la réalité électorale, elle, continue d'avancer. Voici l'idée qu'il faut retenir, celle qui donne une autre lecture à toute cette histoire. Cette élection n'est pas une révolte spectaculaire. C'est quelque chose de plus discret et donc plus dangereux pour ceux qui ne la voient pas venir. C'est un ajustement rationnel. Quand un système cesse de répondre aux pressions concrètes, les électeurs ne crient pas toujours. Ils déplacent simplement leur vote. Le district 9 du Texas n'a pas changé parce qu'il est devenu soudainement progressiste. Il a changé parce que, face à des taxes plus élevées, à des écoles sous-financées et à un coût de la vie en hausse, un message a semblé plus connecté à la réalité qu'un autre. Et une fois que ce seuil était franchi, l'étiquette politique perd de sa rigidité. C'est là que la boucle se referme. Ce qui s'est passé ici peut rester local ou devenir un modèle. Tout dépend de ce que les acteurs politiques feront ensuite, ignorer le signal ou l'intégrer. Adapter le discours ou continuer comme avant. Une chose est sûre, la prochaine fois que vous entendrez qu'un district est verrouillé, souvenez-vous de celui-ci, parce que les cartes les plus stables ne se brisent pas d'un coup. Elles se fissurent puis cèdent sans prévenir. Si tu veux suivre ces fissures avant qu'elles ne deviennent visibles pour tout le monde, abonne-toi pour les prochaines analyses.